cette année doctorale, le docteur secrétaire de l'école doctorale, docteur Mama, m'a demandé de présenter donc cette leçon inaugurale. C'est donc avec un grand plaisir que j'accepte cette mission et je le remercie également pour tout le travail qu'il fait sur la gestion du doctorat. Nous aurons, je cite une fois le programme, cette leçon, mais également deux autres interventions. Demain sur l'initiation au doctorat et après-demain sur les droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des vertus de la démocratie en Afrique. Je crois que vous avez reçu la communication, donc vous l'avez peut-être vu, on va aller à l'essentiel pour gagner du temps et avoir un échange approfondi sur cette communication. Dans ce texte, l'idée c'est de partir de l'histoire de la démocratie, dans laquelle j'évoque l'ancestralité grecque de la démocratie. Je montre dans l'introduction la figure ancienne de la démocratie, où tout le monde pouvait, dans le cadre d'une cité, participer à la délibération des décisions politiques, mais plus précisément les hommes, puisque les esclaves et les femmes ne prenaient pas part à ces débats, à ces délibérations. Et la démocratie a fonctionné ainsi, mais avec les limites que l'on connaît. Il suffit de lire les documents anciens, lisez Platon, les autres, vous avez une restitution historique du fonctionnement de la démocratie athénienne. Mais plus proche de nous, et ça c'est ce qui nous intéresse, je dis dans la première partie où j'évoque les figures transhistoriques et universalistes de la démocratie, il y a d'abord lieu aujourd'hui de s'interroger sur et d'évaluer les pratiques actuelles de la démocratie. C'est vrai, lorsqu'on parle de l'histoire de la démocratie, on peut laisser l'époque athénienne, mais lorsqu'on arrive à l'époque de la Révolution française, de la Révolution américaine, on est tenté parfois de croire que tout est parfait. Je dis dans le texte que les pratiques de la démocratie, même dans ces pays-là, ne sont pas parfaites, qu'il y a une certaine évolution de la démocratie. En France, aux États-Unis et d'ailleurs ailleurs, il y a toujours des gens qui revendiquent plus de démocratie, qui veulent des modifications de scrutin, l'aménagement de la gestion démocratique du pays, notamment avec les perspectives de décentralisation, etc. Et vous verrez dans le texte, j'insiste sur le fait qu'on peut améliorer beaucoup de détails. Mais le cœur de la pratique démocratique reste fondamentalement la même. Et ce cœur se traduit par les éléments de définition et les conditions que j'évoque dans la suite du texte. En ce qui concerne les conditions, je propose 7 conditions dans la discussion. La première condition, c'est que les élus doivent être choisis. Et ça semble être une évidence, mais c'est ça la démocratie. La question du choix des élus selon des élections périodiques et équitables. Chaque mot a son sens. Il y a d'abord l'action de choisir les élus. La question qui se posera dans le cadre de la recherche, c'est comment choisir les élus. Comment choisir les élus, selon quelle méthodologie électorale faut-il choisir ces élus. Ensuite, le deuxième concept, c'est l'élection périodique. Quelle est la périodicité de l'élection? On pourrait dire quelle est la périodicité raisonnable d'une élection. Tout est fonction de quelle élection s'agit-il? Une élection législative, présidentielle? Est-ce que choisir son président tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans? Et quel est le terme raisonnable pour ce choix? Ensuite, il y a l'équité de la procédure électorale. Alors, on pourra avoir une discussion sur les normes qui encadrent le
processus électoral, jusqu'où on peut mettre le curseur. La deuxième condition, c'est que les élus doivent être en mesure d'exercer leur pouvoir constitutionnel sans faire face à une opposition dominante des personnes non élues. C'est le rapport entre l'élu et l'administration. Dans une démocratie, nous avons des personnes qui sont élues, mais ces personnes exercent leur pouvoir par le biais des personnes bien souvent non élues, c'est-à-dire ce qui anime l'appareil bureaucratique de l'État, l'appareil administratif. On parle des hauts fonctionnaires, on parle de ceci, de cela, etc. Peu importe la dénomination, mais dans la majorité des cas, le cœur du fonctionnement administratif de l'État est bien souvent occupé par des gens qui ne sont pas élus, qui sont nommés. La question est de savoir qui détient la réalité du pouvoir au sein de l'État. Dès lors que celui qui est élu fait face à une opposition dominante des personnes non élues, c'est-à-dire que des gens qui sont simplement nommés arrivent à capter le pouvoir de la décision de l'État et donc par ricochet et de facto décide à la place de l'élu. Vous avez donc quelqu'un qui est peut-être président de la République, mais ce n'est pas lui qui prend les vraies décisions. Il n'exerce donc pas pleinement son mandat que lui auraient conféré les électeurs. Et là, à travers une bonne recherche en matière de sociologie administrative, de sciences administratives, on peut arriver à détecter l'accaparement de pouvoir par des personnes non élues qui, finalement, au gré des élections, ne changent pas et décident de la marche de l'État. Il y a une vraie tension entre l'élu, qui est censé détenir le pouvoir légitime, et les personnes non élues, mais qui dominent l'élu. La troisième condition, le vote doit être universel et secret. Ça peut sembler une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez tous les textes relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, en Afrique, le texte régional, la Charte sur la démocratie, qui renvoie à cette exigence d'un vote qui doit être universel et secret. La question, en termes de recherche, c'est quoi le secret du vote? Est-ce que le secret de l'isoloir est suffisant pour caractériser le secret du vote? Quatrième condition, tout citoyen adulte doit jouir du droit de voter ou de se présenter comme candidat lors des élections. Alors, dans cette condition, moi, je suis sur la première partie de la phrase. Tout citoyen adulte. Qui est adulte? À partir de quel âge on est adulte? Quels sont les éléments de la majorité politique? Sur quoi se fonde-t-on dans un pays pour déterminer cette majorité politique? Quels sont les enjeux derrière la détermination de la majorité politique? Cinquième condition, les citoyens doivent avoir le droit d'exprimer leurs opinions sur les questions politiques dans leur ensemble sans crainte de représailles par l'État, la liberté d'opinion, d'expression, etc., avec comme corollaire la liberté d'association, etc. Sixième condition, les citoyens doivent avoir le droit de chercher des sources différentes d'informations telles que les médias, la liberté de la presse, la liberté d'information. Enfin, septième condition, les citoyens doivent avoir le droit de former des associations et des organismes indépendants, y compris des partis et des groupements d'intérêt politique indépendants. Je dis par la suite que si une de ces conditions est absente, le pays n'est pas réellement une démocratie. Et nous proposerons une argumentation par la suite. C'est-à-dire, pour reprendre ces conditions, on n'est pas en démocratie lorsqu'il n'y a pas d'élection équitable. On n'est pas en démocratie lorsque le vote n'est pas secret. On n'est pas en démocratie lorsque les élus n'exercent pas leur pouvoir. Et c'est plutôt d'autres personnes qui exercent le pouvoir. Ainsi de suite, on n'est pas en démocratie lorsqu'il n'y a pas de liberté d'expression, de liberté d'opinion, d'association, etc., etc. Donc, pour dire, à partir de ces conditions, que la démocratie
a certes des aspects normatifs et institutionnels, mais il y a également des aspects substantiels à la démocratie. Et certains auteurs parlent de la substantialisation de la démocratie. La démocratie n'est pas simplement un processus formel. Et je présenterai plus loin, lorsque j'évoquerai les spécificités de la démocratie en Afrique, la problématique de ce qu'on appelle la farce électoraliste en Afrique. Et donc, avec ces conditions, il y a, de mon point de vue, 4 niveaux d'évaluation. Lorsqu'on veut faire une évaluation de la démocratie, donc on analyse ces conditions, mais on a besoin de faire une observation sur 4 points. Premier point, la structure et la vitalité de la société civile. Plus loin dans le texte, je développe en disant qu'il n'y a pas de démocratie sans société civile. C'est vrai qu'on peut discuter en disant de quoi est-elle faite cette société civile? Quel est le périmètre de la société civile? Mais de façon globale, dans une démocratie, il doit y avoir une société civile. Quelles sont les figures de cette société civile? Quels sont les contours? On peut en débattre. Deuxième niveau d'observation et d'évaluation, l'institutionnalisation des normes et des pratiques de la gouvernance démocratique. Une démocratie doit s'institutionnaliser. Plus loin dans le texte, je dis que la démocratie n'est pas fondée sur la sagesse d'un homme, ni sur, je ne sais pas moi, le caractère intrépide de tel ou tel. Non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie est d'abord fondée sur des institutions, parce que nul n'est irremplaçable. Troisième niveau d'analyse, la mise sur pied et l'efficacité des mécanismes d'information, de communication, de dialogue. Il y a ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public de discussion. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas cet espace public de discussion. C'est-à-dire que, par exemple, les médias doivent être suffisamment ouverts pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Il faut qu'il y ait un dialogue entre l'État et la société civile. Alors la société civile ici ne renvoie pas exclusivement aux ONG. Quatrième niveau d'observation, le contrôle exercé par une majorité de citoyens sur certaines minorités puissantes. Il faut que la voix de la majorité puisse jouer. Mais n'oublions pas que la voix de la majorité doit être compatible avec le respect des minorités. Mais il faut éviter que cette majorité soit dominée par certaines minorités puissantes et agissantes. Ça peut être des lobbies économiques, financiers, ça peut être des lobbies ethniques, ça peut être des lobbies corporatifs, etc. Un groupe d'individus peuvent capter le processus politique dans un pays. Et donc, peser, malgré qu'ils soient minoritaires, peser sur l'agenda politique du pays. Pour la société civile, on peut avoir beaucoup de débats sur ça. Je vous demanderai de lire Tocqueville sur la démocratie en Amérique. Il revient longuement sur les caractéristiques d'une société civile. Dans le texte ici, je dis qu'il existe au moins 3 caractéristiques importantes pour une société civile démocratique. Premièrement, il faut qu'il y ait en démocratie des associations civiles qui soient politiquement indépendantes de l'État. Alors, cette indépendance n'est pas simplement une indépendance économique, cela va de soi. Qui donne, finalement décide. Mais ce n'est pas simplement cette indépendance. Il y a aussi une indépendance intellectuelle vis-à-vis du périmètre politique. Certains vont jusqu'à rajouter une forme d'indépendance morale, c'est-à-dire être capable de se déterminer en fonction non de ce que pense la sphère politique, mais en fonction des objectifs, des mandats et des statuts de son organisation. Deuxièmement, il faut qu'il règne une culture de tolérance et de dialogue. Il n'y a pas de démocratie sans tolérance. D'abord au sein de la société civile, puis dans le rapport entre la société civile et la sphère politique. Il ne peut pas y avoir de développement démocratique là où règne l'intolérance et la radicalité. Parce que la démocratie est avant tout une symbiose d'opinions divergentes. La démocratie produit le consensus. Ce consensus
n'est pas toujours acquis. Ce consensus est recherché en permanence. Mais on n'a pas de consensus lorsqu'on se vautre dans une forme d'intolérance absolue ou de radicalité sans issue. Troisième élément, tous les adultes, hommes et femmes, membres des associations jouissent des mêmes droits, notamment le droit de choisir. Il est très important que dans la société civile qui va interagir avec le politique, qu'il y ait suffisamment de transparence, parce que la société civile constitue en quelque sorte le banc de préparation des élites politiques de demain. Les jeunes apprennent à gouverner, à diriger déjà à l'université. Dans les associations universitaires, j'ai un célèbre dirigeant d'association à ma droite. Je regrette qu'il n'ait pas été candidat. Cette fois-ci, on aurait pu voter pour le docteur Niamsi. Mais voilà, les jeunes se préparent dès l'université, dès le lycée, à la gestion de l'intérêt général. Et donc, c'est dès le jeune âge qu'on apprend, d'une part, la distinction fondamentale en démocratie entre le bien public et le bien privé. C'est-à-dire, on apprend à se sortir des logiques de patrimonialisation. C'est une éducation. Ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. On doit apprendre à faire la différence entre le bien public et le bien privé. On doit apprendre à gérer l'intérêt général. On doit apprendre à arbitrer des conflits qui sont permanents dans toute société entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Et donc, ce n'est pas une incantation. C'est toute une formation qui aboutit à une culture démocratique, j'en parlerai plus loin. C'est là l'intérêt des associations. Évidemment, on en voit dans nos contrées, il y a une forme de folklorisation des associations. Mais il faut relativiser tout ça. Lorsque ça fonctionne bien, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un strapontin pour aller vers la sphère politique. Évidemment, ce n'est pas forcément l'objectif, mais c'est une préparation nécessaire pour avoir des élites préparées, formées à gérer toutes les contradictions qui peuvent naître dans une société. Et donc, l'on voit l'influence de ces organisations de la société civile dans une démocratie sur la sphère politique. Cette société civile aura une influence sur les priorités de l'agenda gouvernemental. Elle doit être à même d'interagir avec la sphère politique pour dire quelles sont les priorités dans l'agenda gouvernemental. Cette société civile a la capacité d'intervenir dans le processus d'élaboration et de réalisation des politiques publiques. Les politiques publiques sont le cœur de l'action de l'État. Et donc, l'élaboration, je dirais la codification d'abord de ces politiques publiques, au niveau de la préparation des lois, doit faire intervenir des acteurs autres que les acteurs gouvernementaux, pour y apporter un autre regard, une autre perception, une autre façon de faire, une autre façon de voir. Si vous avez des politiques publiques qui sont l'exclusivité de l'appareil gouvernemental, vous avez des résultats qui sont ceux que nous connaissons, à savoir des résultats tout à fait bureaucratiques, complètement désincarnés, loin des réalités de terrain. Ensuite, il y a la gestion des retombées. Comment gérer les retombées politiques de tout ça? La société civile doit être capable, là aussi, d'avoir son mot à dire. Donc, pour résumer sur ce point, je dis dans le texte qu'une société civile démocratique ne tombe pas du ciel. Il n'est pas nécessaire de faire des débats interminables sur la qualité d'une démocratie, parce que les bons démocrates ne sortent pas de terre comme des champignons. Ça se prépare. Les démocraties que nous voyons fonctionner aujourd'hui dans certains pays occidentaux, il a fallu des années de maturation. La capacité de gérer l'héritage politique au travers des décennies. Des partis qui se sont construits, reconstruits, fédérés, divisés, etc. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis que la société civile, elle est importante. Mais elle ne tombe pas du ciel.
Elle se construit, se déconstruit parfois au gré des circonstances, mais elle est importante pour fonder une démocratie. Au vu de l'ensemble de ces éléments que je viens de citer, qui sont pour moi les éléments transhistoriques et universels de la démocratie, il reste donc la question fondamentale en ce qui nous concerne, c'est celle de savoir, dans notre contrée, dans notre contexte, faut-il une démocratie en Afrique ou une démocratie à l'africaine? Et c'est l'articulation nécessaire avec l'objection culturaliste de la démocratie. Nous avons déjà eu peut-être avec certains d'entre vous des débats ici, je crois peut-être en master, ou je suis intervenu dans d'autres cadres. Je rappelle ici dans le texte le passé de ce débat. Alors, je parle d'Achille Mbembe à partir de son article dans le Monde diplomatique, l'article de 2000, mais c'est un vieux débat. Vous retrouvez déjà dans les écrits de Léopold Sédar Senghor ce débat. Mais je n'ai pas voulu refaire la préhistoire de ce débat, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est le moment actuel. Donc, je cite cet article d'Achille Mbembe, je pense que vous pouvez le retrouver, cet article sur Internet, dans le Monde diplomatique, où il fustige l'impréparation des élites. Il dit que la démocratie est tombée, mais les élites africaines n'étaient pas préparées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'un côté, une élite intellectuelle suffisamment préparée à assumer des responsabilités. De l'autre côté, il n'y a pas une bureaucratie préparée à gérer les contradictions qui naissent du processus démocratique. Et du coup, on croyait évacuer les autoritarismes du parti unique, il n'en est rien. Il y a eu simplement des mutations internes avec des formes de conservatisme qui se sont maintenues. Et du coup, dans son texte, il pense que la démocratie à l'africaine, au vu des processus actuels, n'est qu'une forme d'imposture. Et il y a un autre auteur qui a fait un article typique sur la démocratie à l'africaine, où c'est Biléo Sakwane Bati qui recontextualise en fait le débat 10 ans après. L'article date de 2010, où il dit, vous avez la citation dans le texte, à l'école de la démocratie, les États africains ont la triste réputation d'être des mauvais élèves. L'édification d'une véritable démocratie est mise à mal par la persistance des considérations tribales, ethniques ou encore claniques, etc. Pour lui, la démocratie dite à l'africaine n'est qu'une démocratie clanique ethnique. Il n'y voit pas grand-chose. Et un troisième auteur que je cite, Franck Tétard, lui, il souligne que malgré la mise en place des processus électoraux, la plupart des États, sans être forcément autoritaires ou répressifs, ne respectent pas les préceptes de l'État de droit et favorisent le maintien au pouvoir d'une élite politique et ou économique, bien souvent à base ethnique. Voilà je dirais, les commentaires et les caractéristiques qui sont mises en exergue de la démocratie dite à l'africaine. Et cela donne lieu, finalement, à ce que j'appelle dans le texte ici, les marchandages et les postures culturalistes de la démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec la nécessité d'une adaptation, certains diront d'une tropicalisation de la démocratie, je n'aime pas trop le concept, d'une adaptation de la démocratie dans le périmètre social qui est celui du pays dans lequel les institutions démocratiques sont appelées à évoluer. Parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie désincarnée. Ça, c'est une évidence. Il n'y aurait pas de débat là-dessus. Par contre, moi, j'insiste sur quelques points majeurs. De mon point de vue, peu importe, que ce soit l'Afrique ou ailleurs, il ne peut y avoir de démocratie sans cet amour de l'égalité devant la loi.
Et tous les textes relatifs aux droits de l'homme consacrent ce point. Dans une démocratie, il y a une égalité devant la loi. Deuxième point, la justice. Alors, on trouvera les formes épiques, tropicales de la justice, etc. On argumentera sur les diverses raisons qui font que la justice ne marche pas ici, pour telle ou telle raison. On peut faire le débat. Mais il n'y a pas, de mon point de vue, de démocratie s'il n'y a pas une égalité devant la loi. S'il n'y a pas le règne de la justice. Et la justice dont je parle ici a deux dimensions. Il y a la justice procédurale, c'est-à-dire celle qu'on peut appeler la justice judiciaire, dans le sens où tout individu a le droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, tel que le prescrit l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la justice sociale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de véritables démocraties sans une justice sociale. C'est-à-dire sans une répartition équitable, je ne dis pas égalitaire, une répartition équitable des fruits que l'on tire des ressources de l'État. S'il y a un groupe qui s'arroge le droit de jouir de toutes les ressources de l'État, on n'est pas dans une justice sociale. Donc il y a cette double dimension, de mon point de vue, de la démocratie. D'abord l'égalité devant la loi, c'est fondamental. Donc dans une démocratie, il n'y a pas de privilège. Que vous soyez président, ministre ou simple citoyen, si vous commettez un acte, sauf, évidemment, comme vous savez, comme l'a dit Jacques Robert dans ses mélanges, il y a des limites. Il y a des limites pour tout droit de l'homme. Des limites. Il ne faut pas non plus exagérer lorsque je parle de l'égalité de l'homme. Il va de soi que le chef de l'État, par exemple, doit être préservé pour le bon exercice de sa fonction, à condition que les actes posés correspondent à l'exercice de sa fonction. Il n'est dit dans aucune constitution qu'un président de la République a le droit de torturer quelqu'un ou de tuer quelqu'un impunément. Donc s'il tue quelqu'un impunément, ce n'est pas l'exercice de sa fonction. Il ne faut jamais oublier que l'exercice de la fonction n'est pas un exercice arbitraire. Le droit consacre l'exercice de la fonction au travers des missions qui sont assignées à tout élu ou à tout fonctionnaire de l'État. Si vous faites autre chose que ce qui est prescrit par le droit, on dira que vous n'avez pas la compétence en la matière, que vous avez abusé de votre pouvoir. Donc, il y a, c'est vrai, dans le principe d'égalité, certaines limites qui sont liées à l'exercice de telle ou telle fonction, etc., qui sont, comme le dit la fin de l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, justifiée par les nécessités dans une société démocratique. Dans une société démocratique, il y a toujours cette nécessité de se justifier. Donc, je rappelle l'égalité devant la loi, le règne de la justice, une justice qui est procédurale, c'est-à-dire judiciaire, mais une justice qui est aussi sociale. Parce que si on oublie cela, on oublie l'essentiel finalement. La démocratie, ce n'est pas l'idolâtrie des lois et des textes. Il ne suffit pas de brandir des constitutions ou de brandir des lois. Les constitutions et les lois ne sont que des véhicules des valeurs démocratiques. Comme dans n'importe quel véhicule, tout dépend du chauffeur qui est au volant. Si vous avez un bon chauffeur au volant, vous arriverez à bon port. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde, mais si vous avez un chauffeur ivre, vous n'arriverez pas à bon port. La Constitution, il n'y a pas l'idolâtrie de la Constitution. La Constitution est un véhicule juridique qui vous dit, comme dans n'importe quel véhicule, il faut virer à droite quand c'est la priorité comme ceci, il faut freiner devant un feu rouge, etc. C'est ça la Constitution, c'est pas si compliqué que ça. Mais si vous avez un chauffeur qui voit le feu rouge, mais qui ne s'arrête pas, quelle que soit la beauté de la Constitution, vous finirez dans le ravin. Et c'est là que je vous rappelle
l'histoire de la Rome antique. Dans la Rome antique, on a eu des très grands juristes qui ont écrit des textes pour encadrer le pouvoir de César, Tibère, Caius, Claude, Néron, le célèbre Néron, le tyran, Domitien. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'on a oublié une chose. Les lois visaient qu'à encadrer le tyran. On a oublié que le tyran n'est rien, c'est la tyrannie qu'il faut. Donc, à chaque fois, un tyran était remplacé par un autre. Voilà, c'est tout. Donc, après César, on a eu Tibère, après on a eu Caius, après on a eu Claude, donc on a eu comme ça, dans la Rome, une succession des tyrans. Malgré qu'il y avait, on ne pourrait pas sous-estimer les juristes de la Rome antique. Et ces juristes, nous tenons la plupart aujourd'hui de notre discours, de notre argumentation et des concepts majeurs. Et pourtant, ils n'ont pas pu encadrer, parce qu'ils ont oublié quel était l'objet. L'objet, c'était s'attaquer à la tyrannie, c'est-à-dire le système. Parce que l'individu peut changer, mais le système peut rester. C'est pourquoi il faut, comme disait Rousseau, lorsque la vertu cesse dans une démocratie, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir et l'avarice entre dans eux. C'est-à-dire que si vous avez une démocratie sans vertu, vous avez donc cette démocratie qui n'est qu'une démocratie de façade. Le cœur reste une pure tyrannie. Et quoi qu'on en dise, les textes votés, promulgués n'y feront rien. Parce que le tyran, lui, il aura toujours l'intelligence de contourner la règle. Et lorsqu'il ne peut plus la contourner, il en inventera de nouvelles, qui seront ajustables à ses ambitions. Et c'est pour cette raison que nous disons que la démocratie est le régime le plus exigeant. Et ces exigences se manifestent à tous les niveaux. D'abord au niveau des devoirs. On l'oublie bien souvent. Parce qu'on fait beaucoup de discours sur les droits, mais on oublie d'abord les devoirs. La démocratie est une société de devoirs. Et le premier de ces devoirs, ça peut étonner, le premier de ces devoirs, c'est d'abord de payer l'impôt. Disait la déclaration de 1780. Si vous ne payez pas l'impôt, vous n'avez pas de démocratie. Il faut payer l'impôt, c'est un devoir citoyen. Ne soyez pas surpris d'avoir des démocraties apathiques, tout ça, etc. Quand on est dans une société où les gens ne payent pas l'impôt, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas à l'État de vivre de façon autonome. Quand vous êtes dans une société où l'impôt n'est pas contrôlé, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut de la fortune publique, mais ne cherchez pas beaucoup de résultats ailleurs. Le résultat est là. Il faut apprendre à payer l'impôt. C'est un acte citoyen. Et je le dis, pour l'Afrique, si l'Afrique veut être démocratique, veut se développer, les Africains doivent apprendre à payer l'impôt. C'est souvent malfaisant, c'est pas bien à dire, mais vous ne pouvez pas vivre dans des États qui sont sous perfusion. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir une indépendance sans vous donner les moyens de cette indépendance. Et l'État n'est pas une banque ésotérique où l'argent sortirait de quelques miracles, non. L'État ne vit qu'avec l'argent qu'il prend auprès des citoyens. La formule est simple. Pour que ça fonctionne, il faut que les citoyens payent l'impôt. Y compris les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. Posez-vous simplement la question, quel est le niveau d'acquittement du devoir fiscal? C'est une contrainte démocratique, payer l'impôt. Parce qu'alors, on va faire des beaux discours. Oui, mais dans notre pays est sous... bon, il y a les Américains qui contrôlent tout, il y a les Français qui nous... c'est eux qui empêchent la démocratie. Oui, mais je vous ai dit dès le départ, qui donne, dirige l'ordre. En tant que citoyen, il ne suffit pas d'avoir une carte d'électeur, de crier, il me faut la carte d'électeur. Et il vous faut aussi votre carte fiscale. Oui. Il vous
faut avoir l'impôt. Lorsque vous n'avez pas les moyens de l'impôt, l'administration fiscale peut vous dire que vous êtes exonéré parce que pour l'instant vous n'avez pas de revenus. On va rechercher si votre grand-père ne vous a pas laissé une maison qui a une valeur. Si vous n'avez pas 2-3 loyers pour s'acquitter de votre charge fiscale. On ne peut pas être, parce que la démocratie n'est pas une construction simplement théorique, c'est une réalité vivante. Un État doit vivre. Organiser les élections, il faut de l'argent. Donc cet argent ne vient pas d'une banque ésotérique qu'on va chercher, non. Ça vient de l'argent. Donc si on veut bâtir une démocratie, il faut d'abord réfléchir, est-ce qu'on a mis les moyens pour avoir cette démocratie? Et les moyens de l'État ne sont pas très nombreux. On commence par l'impôt. Et puis par incidence, il y a quelques ressources naturelles qui vont rajouter, mais souvent ça ne rapporte pas grand-chose. Donc voilà, je dis simplement ce premier devoir. Je ne veux pas être surabondant sur ça, mais on oublie le devoir fiscal du citoyen. Vous voulez la démocratie, payez d'abord vos impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, ben, ne soyez pas surpris que d'autres qui payent en fait à votre place contrôlent votre démocratie et imposent le candidat qui est capable de leur retourner leur avoir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et Boussi dit, en ce qui concerne l'aspect de transition, il dit que la démocratie est en transit en Afrique. C'est une figure, je dirais, en transit, oui, mais il y a des transits de longue durée. Et parfois, on peut aller en transit quelque part, et puis bon, si on a les moyens, ça peut rester. Le débat introduit par Eboussi était un bon débat, même si ça n'a pas été approfondi, puisque l'institution qu'il avait créée, l'académie, c'est fini par s'éteindre, mais c'est pour montrer simplement qu'il n'y a rien d'éternel là-dedans. C'est-à-dire que la démocratie peut arriver et peut partir. Et l'autoritarisme peut revenir. Donc, ce passage à la démocratie doit être évalué selon le contexte, la conjoncture et les structures qui sont porteuses de cette démocratie. Je vous renvoie au petit livre très bien de Guy Hermé sur le passage à la démocratie, publié en 1996, mais je crois qu'il a dû faire il y a 1 ou 2 ans une nouvelle édition. Donc, au vu de ces premiers éléments, je dis dans le texte qu'on constate une certaine confusion de la démocratie en Afrique. Il y a des crises, c'est vrai, mais il n'y a pas de démocratie sans crise. Dans toutes les démocraties, il y a des crises. Et le propre de la démocratie, c'est de gérer les crises. Donc on ne doit pas s'étonner qu'il y ait une crise dans une démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Elle est faite pour gérer elle est faite pour gérer les tensions qui naissent de la société. Donc on ne doit pas s'étonner de ça. Deuxième point, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, la démocratie en Afrique est souvent perçue comme une farce électoraliste. Plus ou moins vrai. On a l'impression que la démocratie, c'est organiser les élections. Quand on organise les élections, on est en démocratie. Ça, c'est l'aspect formel, normatif. Mais ce n'est pas l'aspect substantiel. Parce que la démocratie, ce n'est pas simplement les élections. S'il n'y avait que des élections, ben, on serait tous partout dans la démocratie. Les élections, c'est le mode d'évolution du pouvoir. Mais l'élection, ce n'est pas la gestion du pouvoir. Or, la démocratie implique non seulement la dévolution du pouvoir, mais sa gestion. Donc vous ne pouvez pas vous contenter du mode de dévolution du pouvoir. Si vous voulez analyser la démocratie, il faut analyser le mode de dévolution du pouvoir, le processus qui conduit à ce que le peuple vous donne le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il faut également analyser la gestion du pouvoir. C'est-à-dire, on va voir la période qui va
la période après l'élection jusqu'à la prochaine élection. Et donc, les électeurs qui ont le droit et le choix de désigner, mais également de révoquer les élus, ne doivent pas être absents de la période qui va d'une élection à une autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une démocratie dire, bon, les élections sont terminées, ok, on vous remercie, repartez, vaquez à vos occupations routinières, on vous appellera dans 5 ans. On n'est pas en démocratie. Si tel est le cas, on est bel et bien dans cette farce électoraliste où finalement on voit tous les 5 ans, tous les 7 ans, bon, il y a un chef suprême, comme je dis dans le texte, qui convoque. On dit, bon, ça fait 7 ans que je ne vous avais pas convoqué, bon, venez me reconfirmer pour que je continue à faire votre bonheur. Ça, c'est pas la démocratie. Et symboliquement, en Afrique, ça se traduit par certaines appellations. Je le dis dans le texte, vous avez, je dis, c'est pourquoi nous avons la tête des États africains des immortels, des lions, des éléphants, des grands maîtres, des dieux, des demi-dieux, etc., avec tous les adjectifs qui vont avec. Parce qu'on a des dieux qui viennent, pour reprendre la symbolique du Christ, bon, il vous dit, je viens, je mets sur mon dos tous vos problèmes, et puis je reviendrai plus tard, dans 7 ans ou dans 5 ans. Entre-temps, débrouillez-vous. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est qu'une farce électorale. Parce que la démocratie, j'insiste sur le fait que c'est la dévolution du pouvoir, d'une part, et d'autre part, sa gestion. Il doit y avoir une gestion démocratique. Et la gestion démocratique du pouvoir se fait selon un système de contre-pouvoir. En démocratie, le pouvoir est limité. C'est pour ça que la Constitution affecte à chacun des organes une parcelle de pouvoir. On dit à l'exécutif, vous avez tel pouvoir, on dit au législatif, vous avez tel pouvoir, au judiciaire, vous avez tel pouvoir, et aujourd'hui on parle de 4e pouvoir, la presse, etc., etc. Certains évoquent d'ailleurs un 5e pouvoir, à savoir les intellectuels, mais je ne suis pas convaincu que les intellectuels soient si importants que ça dans le débat démocratique. D'ailleurs, je n'y ai pas beaucoup cru. Quand on voit l'histoire de la démocratie, souvent les intellectuels, enfin, ceux qui prétendent être intellectuels, apportent plus de malheur à leur société que le contraire. Mais puisqu'ils existent, il faut bien compter avec eux. Dans tous les cas, on a donc tous ces pouvoirs. Des pouvoirs juridiquement constitués et des pouvoirs en émergence. Les pouvoirs juridiquement constitués, c'est l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et puis les pouvoirs en émergence, la presse, les intellectuels, etc. Donc, il nous faut tout ça pour que ça marche. Sans cela, ben, ça ne marchera pas. Alors, je dis finalement, pour terminer, que démocratie à l'africaine ou démocratie en Afrique, je ne suis pas sûr de faire le choix définitif. Je pense pour ma part qu'il faut une démocratie en Afrique. Je ne serais pas contre qu'il y ait une démocratie à l'africaine, pour autant. Une démocratie en Afrique, elle serait une démocratie comme elle se développe ailleurs, avec la séparation et l'équilibre de pouvoir, avec le respect des droits fondamentaux, avec les principes et les conditions que j'ai évoquées plus haut, et surtout l'égalité devant la loi, la justice procédurale et la justice sociale. Mais je dis également que je ne suis pas de ceux qui combattraient ad vitam aeternam les promoteurs de la démocratie à l'africaine. Même si je suis parfois très réticent à cette approche que je qualifie parfois de culturaliste, mais peut-être que c'est nécessaire.
je n'en sais rien. Mais à condition que si l'on consent à cette démocratie à l'africaine, il faut qu'elle soit fondée sur certaines vertus. En premier lieu, la démocratie à l'africaine doit s'exercer publiquement dans la tolérance en dépassant les seuls intérêts partisans et ethniques. La démocratie à l'africaine ne peut pas être la sublimation des divisions ethniques, etc. En deuxième lieu, la démocratie à l'africaine ne peut tourner le dos à la protection des droits de l'homme. Il ne peut y avoir de démocratie avec des violations de droits de l'homme. La démocratie elle-même signifie, en d'autres termes, protection des droits de l'homme. Donc, dans un pays où la dignité humaine est bafouée, où les droits de l'homme, entendus dans un sens large, ne sont pas respectés, il n'y a pas de démocratie. Peu importe les discours qu'on va déclamer, il n'y a pas de démocratie. Je vous rappelle que l'égalité devant la loi est pour moi une condition fondamentale pour une démocratie. Donc, s'il n'y a pas d'égalité devant la loi, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas de justice indépendante et impartiale devant laquelle tout individu est à même de défendre ses prétentions, de défendre ses droits, il n'y a pas de démocratie. Et par conséquent, même lorsqu'un tyran porte le manteau de la démocratie, cette forfaiture sera toujours démasquée dans la mesure où on sait très bien que le tyran ne respectera pas les droits de l'homme. Et par le fait qu'il ne respectera pas les droits de l'homme, par le fait qu'il dira que les droits de l'homme sont ceux que lui décide d'octroyer au peuple en inversant les rôles, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie enfin fondée sur un individu. Ça n'existe pas. Puisque, souvenez-vous, la dévolution du pouvoir. La dévolution du pouvoir, c'est un processus qui est intrinsèquement lié à l'éternité de la société. C'est-à-dire, l'individu meurt, la société reste. Donc, cette société pourra donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Et cet autre n'est pas éternel. Et comme on disait au général romain, je vous ai parlé tout à l'heure de ces tyrans romains, à chaque fois que les juristes écrivaient des jolis textes pour encadrer le tyran, on lui rappelait toujours cette expression « memento mori ». On te donne le pouvoir, mais souviens-toi que tu mourras. Et le tyran acquiesçait toujours. Mais avant qu'il meure, il massacrait pas mal de citoyens. Et cette expression, elle est d'actualité en Afrique. Bien souvent, les dirigeants africains oublient qu'ils sont que des simples mortels, des simples dépouilles encore en vie. Et le moment du passage à l'autre situation n'est pas maîtrisé. Donc il y a lieu peut-être d'inscrire dans chaque constitution cette emblématique phrase romaine qu'à chaque titulaire d'une charge publique, il faut lui rappeler au moment où il prendra ses fonctions, souviens-toi que tu mourras. Nul ne sait quand, mais souviens-toi que tu mourras. Donc il n'est pas nécessaire d'imaginer l'éternité de ton pouvoir, puisque cette éternité forcément sera limitée. Tu pourras vivre 20 ans, 90 ans ou 120 ans. De toute façon, ça prendra fin. Et par conséquent, tous les juristes qui sont parfois pris dans une certaine confusion en imaginant des régimes qui sont démocratiques mais qui sont éternels. Il n'y a pas de dirigeant éternel dans une démocratie. Ça n'existe pas. Et comme il n'y a pas de dirigeant éternel, on dit par ricochet que nul n'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dirigeant qui ne soit pas remplaçable dans une démocratie. Vous devez toujours, lorsque vous écrirez un article de la Constitution,
vous rappeler de cette citation romaine, le momento mori. Que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, le monde est mortel. Donc, si on veut œuvrer durablement pour la démocratie, ben, on doit faire des textes qui ne sont pas liés à la vie des individus. Ces textes sont porteuses de l'histoire de la société, ça n'a rien à voir avec l'individu. Le troisième lieu, c'est la démocratie n'a pas pour but de parvenir forcément à un consensus. C'est d'abord et avant tout une méthode civilisée, pacifiste et humaniste pour régler les conflits. Elle régule et apaise les rapports de force qui échappent ainsi à la seule loi du plus fort. Donc, dans une démocratie, il doit y avoir des opinions divergentes. Des gens qui ne pensent pas de la même façon, même à l'intérieur d'un même parti, d'une même organisation. J'ai dit que la démocratie produit du consensus, mais pas forcément. Et lorsqu'on n'arrive pas à obtenir le consensus, la loi va trancher. Et bien souvent, la loi majoritaire va trancher. Le consensus est parfois nécessaire. Le consensus est parfois une expression d'une certaine tolérance des idées. On accepte quelque chose, même si on n'est pas forcément d'accord avec ça. On va accepter de jouer le jeu. C'est important d'avoir le consensus. Mais il ne faut pas s'imaginer que le consensus est obligatoire. Il faut, dans une démocratie, des gens qui pensent autrement, qui contestent, qui manifestent, qui font des grèves, qui marchent dans la rue, qui protestent, etc. Tout ça, c'est nécessaire. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans protestation, sans manifestation, etc. Il doit y avoir des... Si vous voyez une société qui vous dit qu'elle est démocratique, il n'y a jamais de manifestation, il n'y a jamais de contestation, elle n'est pas démocratique. Enfin, le quatrième lieu, c'est que la démocratie n'est pas une modernisation de la chefferie traditionnelle. Il n'y a pas de chef dans le sens anthropologique du terme, pas dans le sens juridique. Évidemment, dans le sens juridique, il y a le chef de l'État. Il y a le chef des armées, il y a le chef de la Cour suprême, il y a etc. Mais là, je parle dans le sens anthropologique. C'est-à-dire un individu qui tiendrait ses pouvoirs et sa légitimité d'autre chose que du processus de dévolution du pouvoir. Il n'y a pas d'autre légitimité dans une démocratie que celle que le peuple vous donne. Vous ne pouvez pas donc dire que vous êtes légitime parce que vous représentez un coq ou un éléphant. Non. Ou parce que votre grand-père était chef. Si tel est le cas, vous créez un empire, vous créez un royaume, vous changez la constitution, vous mettez le royaume de, tous les coqs seront chefs d'État. Mais si vous êtes dans une démocratie, ça n'existe pas, les histoires de chefs d'État. La démocratie institue les pouvoirs. Je l'ai indiqué tout à l'heure, pouvoir exécutif, législatif, etc. Je ne parle pas de la forme organisationnelle de ces pouvoirs. Ça peut être un pouvoir présidentiel, ça peut être un pouvoir... Chaque peuple est libre. Chaque peuple est souverain, est libre de déterminer sa forme d'organisation politique. Il n'en reste pas moins, il faut que ce pouvoir soit acquis selon la procédure démocratique de dévolution du pouvoir. Et il faut qu'il y ait des institutions qui vivent au-delà de la vie précaire et limitée des êtres humains. Les institutions sont conçues et faites pour aller au-delà de la vie de ceux qui les animent. Et donc, on ne peut pas concevoir une institution en fonction d'un individu, puisque l'individu a une vie précaire et limitée. Puisque, comme on peut le constater tous les jours, se réveiller de son lit est toujours un miracle qu'on ne maîtrise pas. Nul ne sait s'il se réveillera demain. C'est ça la précarité de la vie. Vous ne pouvez pas dire que chaque matin c'est vous qui décidez de vous réveiller. Vous pouvez forcer votre réveil, vous ne réveillez pas. Et puis l'ambulance viendra vous chercher si vous en avez la chance. Mais donc voilà la précarité de la vie. On ne peut pas bâtir donc une institution sur une telle précarité.
puisque aussi fort, puissant, corpulent il soit, le bon Dieu peut décider que le matin vous ne vous réveillez pas. Et c'est comme ça. Vous pouvez avoir 1000 médecins autour de vous, mais ils ne pourront rien parce que vous ne vous réveillez pas, vous ne réveillez pas. Ça s'arrête là. Le bon Dieu vous retire le mandat divin. Et là, il n'y a pas de démocratie. Oui. Donc, au vu de ça, au vu de ces éléments, nous constatons que le chemin de la démocratisation en Afrique est bien souvent encombré des discours caricaturaux et des postures opportunistes. On le voit bien partout. Et ça nous pose quelques problèmes. Et c'est là que j'en viens à quelques questions avant de conclure. Dans vos recherches, ceux qui s'intéressent à cette question, comment faire pour que le pouvoir en Afrique ne dégénère pas en désir tyrannique de domination et de manipulation? Comment éviter que la démagogie, qui est, comme nous le dit Platon, une maladie de la démocratie, soit limitée de telle sorte que le désir de pouvoir ne soit pas en démocratie qu'une compétition entre des égaux dans la course au pouvoir, pour le pouvoir. Ce sont des questions importantes qui me semblent être aujourd'hui des questions essentielles pour orienter la recherche sur la démocratie et sur les droits de l'homme. On en vient donc, de mon point de vue, à repréciser ce que nous entendons par vertu, à savoir, 1, la transparence. La démocratie est l'exercice transparent du pouvoir, parce que les règles sont connues, tout le monde peut compétir. La démocratie, c'est l'écoute de l'autre. C'est de là que vient l'essentiel, c'est-à-dire que la tolérance, la compréhension, la déclaration française a rajouté la fraternité. Elle est parfois nécessaire en termes de relations, mais en termes de solidarité, éventuellement. Il faut savoir écouter dans ce débat. Écouter, c'est pas entendre. Entendre est une réaction biochimique de l'oreille qui entend un son. Mais il faut écouter l'autre, c'est-à-dire comprendre par la suite le profond de sa pensée, de sa revendication, parce que c'est de là que naîtra la possibilité d'un consensus, ou à défaut, la capacité de faire un choix. Et donc, écouter l'autre, c'est être disposé déjà à accepter les arguments de l'autre. Je vous ai dit dès le départ que la démocratie ne se fait pas avec les extrémismes, la radicalité, etc. Il faut être capable dans une démocratie, lorsque l'autre est en face de vous et qu'il développe une argumentation qui est raisonnable, vous devez être capable d'accepter. Parce que sinon, s'il a le même comportement que vous, il n'y aura jamais d'accord dans ce pays. Et troisièmement, les libertés et les droits. Et j'insiste sur le fait que le respect des droits de l'homme est la mesure fondamentale de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans respect des droits de l'homme. Il peut y avoir des violations. Ces violations seront sanctionnées ou réparées par la justice. Des indemnisations justes et équitables seront versées aux victimes. Parce que la démocratie, c'est d'abord une affaire des êtres humains, avec leurs limites, leurs faiblesses. Donc, nécessairement, il peut y avoir des violations. Mais ces violations seront sanctionnées. Et c'est tout ça qui fait que les droits de l'homme, comme le dit, je le répète encore, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de l'homme sont le socle de la société démocratique. S'il n'y a pas respect des droits de l'homme, s'il n'y a pas ce socle-là, il n'y a pas de société démocratique. Il n'y a pas ce que je dis à la fin. L'esprit démocratique, c'est avant tout l'esprit du respect des droits de l'homme. Respecter son voisin, non pas le voir comme ennemi, comme adversaire, mais le voir en tant d'abord qu'être humain. Il y a dans cet être, c'est pas parce qu'il est opposant à vos idées
qu'il est votre ennemi. Il n'est pas votre ennemi. Il s'oppose à vos idées. Et c'est tout à fait normal. Et donc, ce socle doit être respecté. Pour conclure, je dirais qu'on doit être prudent sur un certain nombre de discours. Vous êtes des chercheurs, vous menez des travaux qui portent sur les droits de l'homme, sur divers aspects. Vous devez toujours faire la part des choses entre le bon grain et l'ivraie. Vous devez faire la part des choses entre ce qui est possible maintenant et ce qui pourrait être possible demain. Entre le souhaitable et le réalisable. Tout ça, la démocratie ne peut pas tout donner. Elle n'est pas la fontaine des bienfaits à l'infini. Il y a des errements dans le démocratie. Je vous ai dit qu'elle produit du consensus. Mais encore, il faut se battre pour ce consensus. Je dis également que la démocratie n'est jamais acquise. Elle n'est jamais acquise. Elle est en permanence regagnée et réinventée. Et si elle n'est jamais acquise, il faut donc éviter de faire des monopoles politiques, de stériliser le débat politique, ou de se contenter, comme on voit ici et là, l'affichage publicitaire des droits de l'homme, mais dans la réalité, il n'y a pas une vraie pratique des droits de l'homme. On voit l'affichage d'une justice au service d'un pouvoir, mais il n'y a pas une justice indépendante, impartiale et accessible. Donc si vous faites des recherches sur la démocratie, je vous conjure et je vous invite à vous éloigner de toutes les incantations circonstancielles sur la démocratie et à regarder quels sont les référentiels universels. Si vous avez accès à ces référentiels universels, que sont naturellement l'égalité devant la loi, la justice dans la procédure et la justice sociale, je serais d'accord avec vous que si vous y ajoutez une couche ou un vernis culturel pour mieux teinter votre démocratie, je n'y verrai aucun inconvénient. Si, en grattant ce vernis, je trouve l'égalité devant la loi, je trouve la justice, je serai d'autant ravi qu'on aura eu un consensus sur ce qu'est la démocratie. C'est pour toutes ces raisons que je ne suis ni partisan de la démocratie qui serait universaliste à l'extrême, qui serait identique partout. Et de même, je ne suis pas forcément partisan de la démocratie à l'africaine qui pourrait, dans certaines mesures, n'être qu'une démocratie de pacotille. Je voudrais donc qu'on retrouve dans une démocratie toutes les vertus que je viens d'évoquer. Et alors, chacun choisira ses expressions. Il pourra dire, bon, c'est la démocratie à l'africaine, c'est la démocratie en Afrique, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on s'entende sur ce qu'on trouve à l'intérieur du discours. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pourrais dire sur ce thème de la démocratie. Je remercie donc l'équipe de la PLAC encore pour le travail d'organisation. Et je vous remercie pour votre présence ici. Et je vous souhaite, vous les uns et les autres, une belle thèse de doctorat. J'espère qu'il y aura des soutenants cette année, parce que je vois quelques visages que je vois depuis pas mal d'années. J'espère que nos chemins finiront par ne plus se croiser de façon éternelle, que quand même on pourra parallèlement cheminer sans pour autant être toujours dans cette fusion temporelle.